Ça fait plusieurs années que Brigitte et Julie et moi, on travaille ensemble. Ça a commencé par un webinaire que j'avais regardé à l'Association canadienne de psychologie positive où Julie parlait justement de l'éducation positive puis de ce qu'elle faisait avec ses élèves. Et elle avait rédigé à cette époque-là un livre sur la psychologie positive à l'école. Donc, elle m'avait beaucoup inspirée. Puis moi, comme jeune chercheur, je me disais, ben j'ai besoin de m'allier avec des personnes inspirantes, des personnes qui connaissent la psychologie positive. Donc, j'avais pris contact avec elle. Bon, on s'était rencontrés dans sa classe. De maternelle, puis on avait discuté pour se rendre compte que dans son école, elle avait déjà initié des initiatives pour favoriser la psychologie positive avec les enfants, avec les parents, puis il y avait un projet déjà en cours avec ses collègues. Et de fil en aiguille, elle a pris des contacts là, bon, avec la direction, bien entendu. Puis, ben, Brigitte est arrivée parce qu'on a décidé, à travers le projet, de faire une communauté d'apprentissage avec des enseignantes de cette école-là pour vraiment favoriser le bien-être de l'école. Au regard là, de la planification là, du plan d'action là, de cette école-là à l'époque. Donc, on a collaboré aussi avec Marie-France Ricard, qui était la directrice. Et on a entamé un projet de 3 années avec la commission scolaire des Hautes-Rivières, maintenant un centre de service scolaire, mais à l'époque c'était comme ça. 3 années où, premièrement, on s'attardait au développement identitaire des enseignantes et aussi de voir comment elles pouvaient intégrer les connaissances issues de la recherche à travers leur réflexion. Puis l'idée, c'était par la suite de faire des activités vraiment adaptées au contexte de leur classe. Puis ces enseignantes-là étaient déjà quand même assez motivées. Donc, ça a été vraiment intéressant. Donc, on a fait un projet sur 3 ans ensemble. De là est arrivée la psychopédagogie du bien-être dans nos réflexions. Donc, grosso modo, c'est un petit peu la genèse de notre partenariat qui n'est pas terminé. Ça continue à faire son chemin à travers notre passion là, pour le bien-être à l'école. Bonjour tout le monde. Pour l'introduction, le premier cours psychopédagogie du bien-être, on pensait que c'était vraiment important de pouvoir faire la genèse, de pouvoir connaître l'histoire de l'histoire. Alors, il y a 2 personnes qui ont accepté de manière très généreuse de pouvoir nous introduire comment est apparu, si on peut dire, le champ de recherche de la psychopédagogie du bien-être. Alors, il s'agit de Madame Julie Bazinet et Madame Brigitte Gagnon. Bonjour, bienvenue. Je vous demanderai chacune d'entre vous de nous dire quelle est votre profession actuelle et quels sont vos dossiers prioritaires dans le moment. Julie? Mes fonctions actuelles, je suis conseillère pédagogique au Centre de services des Hautes-Rivières dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et mes dossiers prioritaires, en fait, pour mon travail actuel, se situent au niveau de l'éducation préscolaire et du français premier cycle. Mais maintenant, j'ai aussi, ce n'est pas prioritaire dans la tâche, mais dans mon cœur, ça l'est beaucoup. Je suis maintenant reconnue comme étant une agente bienveillante dans mes dossiers. Donc, lorsque les écoles veulent développer des éléments qui sont en lien avec le bien-être, ben, ils peuvent faire appel à moi. Donc, autant sur le plan des élèves ou aussi l'année dernière, on a développé une communauté d'apprentissage au niveau des gestionnaires aussi. Donc, quand on parle de bien-être, là, souvent, je suis impliquée dans ce dossier-là. Oui, bonjour. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis une collègue de Julie. Hein. On travaille dans le même centre de service. Donc, moi, j'occupe actuellement la fonction de conseillère pédagogique en gestion de l'éducation au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Donc, j'accompagne les leaders scolaires, la direction générale, les cadres de service, les gestionnaires
Et ça dans des projets de développement pédagogique et organisationnel qui sont mis en œuvre principalement par des recherches-actions et qui sont des réponses aux besoins des milieux. Donc, les objets sur lesquels je fais de l'accompagnement, le leadership, l'insertion professionnelle, le développement professionnel, le bien-être et les pratiques collaboratives. Donc, le bien-être, c'est un objet qui vient teinter la plupart de mes interventions parce que j'ai toujours en tête que tout ce qu'on met en œuvre devrait prendre en compte le bien-être des personnes qui y travaillent. Donc, voilà. Bienvenue. Alors, vous êtes vraisemblablement dans le bain, comme on dit. Vous êtes sur le terrain aussi. Vous êtes en pleine action. Mais on est curieuse de savoir c'était quoi les éléments déclencheurs qui vous ont amené justement à prendre le bien-être en compte. Comme tu dis, Brigitte, à ce que ce soit teinté toujours quand on réfléchit, qu'on n'oublie pas de penser au bien-être dans nos décisions, la mise en place de différentes considérations dans les écoles. Alors, quels étaient les éléments déclencheurs pour vous par rapport au bien-être en considération de votre parcours professionnel que vous venez de nous étayer? Lorsque j'ai amorcé un doctorat professionnel en éducation en 2015, notre organisation scolaire était plongée au cœur de nombreux changements organisationnels pour rencontrer des enjeux de défis de réussite éducative. Donc, les gestionnaires ainsi que tout le personnel des centres et des écoles ont été amenés à ajuster leurs pratiques professionnelles en fonction des meilleures pratiques pédagogiques et administratives qui étaient promues par la recherche. Donc, ce grand mouvement-là était super stimulant. Puis moi, j'avais un mandat d'accompagnement auprès du personnel scolaire, puis j'ai commencé à voir que malgré l'intérêt de se pencher sur les meilleures pratiques, il y avait quand même certains symptômes de mal-être. Quand je parle de symptômes de mal-être, je pourrais dire des remises en question, une perte de sens. Est-ce que ce que je faisais avant, c'est plus bon? Qu'est-ce que je dois tout changer? Un petit peu un doute des compétences, des émotions de stress, etc. Donc, moi aussi, je vivais ces mêmes préoccupations-là. Et même si on sait que dans la recherche, c'est démontré que quand on est en processus de changement, c'est normal de vivre certains indices de mal-être, moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a moyen de prendre en compte le bien-être des personnes en contexte de changement, puis comment on peut le faire autant sur le plan de l'accompagnement personnalisé, donc individuel, que sur le plan des stratégies plus au niveau organisationnel. Donc, c'est vraiment l'élément qui a servi de trame de fond, si on veut, là, à ma problématique, puis à mon projet doctoral. Donc, en 2 temps, j'ai fait une première recherche-action pour m'intéresser aux pratiques d'accompagnement. Puis, dans un deuxième temps, une deuxième recherche-action pour documenter les façons de penser, d'être et de faire des hauts leaders pour prendre en compte le bien-être. Voilà ce qui m'amène à nager dans ce thème passionnant. Parce que je me disais, si les enfants arrivent et ne sont pas bien, de quelle façon on peut, après ça, les emmener vers des apprentissages? Ça devient plus difficile parce qu'ils ne sont pas disponibles. Et ça, avant, on n'en parlait pas tant que ça. On parlait beaucoup d'estime de soi des enfants, mais on se préoccupait pas tant que ça de leur bien-être, puis de se dire, bien, c'est important que pour que les enfants puissent accéder aux apprentissages, bien, il faut que sur le plan affectif, ils soient bien, il faut qu'ils soient disponibles à ça. Donc, c'est ça. Et j'ai découvert aussi, entre-temps, dans mes nombreuses lectures sur le développement personnel, j'ai découvert la psychologie positive. Et puis, pour moi, ça a fait un déclic. Je me suis dit, bien, il faut absolument que les enfants connaissent ça le plus tôt possible. Tout ce qui peut aider comme habitude de pensée, comme habitude même aussi de comportement, habitude de vie. C'est important qu'ils connaissent ça dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent le mettre en pratique. Parce que souvent, je réalisais que c'était rendu à 30 ans, 40 ans, quand on avait une crise soudaine, une crise existentielle, c'est là qu'on venait dégager ce qu'il fallait faire pour être bien au quotidien, tu sais. Je me disais, bien, plus on peut le savoir tôt, bien, plus vite on peut avoir de bonnes habitudes et de bons réflexes surtout. Donc, c'est vraiment ce qui a été le déclencheur pour moi. Merci. Très intéressant d'entendre là, l'histoire de l'histoire. Donc, ça vous a amené à côtoyer la psychopédagogie du bien-être qui
qui devait être défini éventuellement. Qu'est-ce qui vous a amené à le définir, ce concept-là, pour qu'éventuellement il devienne un nouveau champ en éducation? Comme professionnel sur le terrain, on aime ça combiner des choses, hein? Donc, en découvrant la psychologie positive, puis d'avoir à mettre ça en relation avec l'enseignement, ça devenait un défi vraiment intéressant. Puis, Julie et moi, on est conseillères pédagogiques et on agissait toutes les deux auprès d'une école qui s'intéressait au bien-être dans son projet éducatif, qui voyait une valeur intéressante à développer. Donc, et moi, je m'occupais d'accompagner des communautés d'apprentissage sur des objets particuliers. Donc, c'est avec cette équipe-là, avec Julie, avec Nancy Goyette aussi, qui s'est joint à nous là, en tant que chercheuse, et avec la directrice d'école et les enseignantes, qu'on a pu se pencher sur comment on peut combiner l'approche de psychologie positive dans l'enseignement. La rencontre avec Nancy aussi, qui a vraiment mis, tu sais, les chercheurs nous aident à mettre des mots aussi. Tu sais, nous, on est sur le terrain, on est dans l'action, puis eux, ils nous aident à mettre des mots, puis surtout à venir mettre des écrits, puis circoncire certaines choses. Donc, moi, j'ai embarqué dans le courant avec les filles, là, plus sur le plan de la recherche, là, mais c'est ça, de moi-même, je n'aurais pas pensé à ça, mais avec les chercheurs, puis je dirais que c'est un grand besoin. Parce que quand j'ai fait ma maîtrise pour l'intégration de la psychologie positive dans les institutions, je vous dirais qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments, particulièrement en français, de ce côté-là. Donc, moi, je suis très contente de contribuer à ce qu'il y en ait davantage là, pour que, justement, qu'on puisse s'en inspirer puis aller plus loin de ce côté-là. Ce qu'on avait aussi comme volonté, c'était de miser sur le professionnalisme des enseignants pour construire un modèle avec elle à partir de l'expérience, éclairé de la recherche, mais à partir de l'expérience. On voit beaucoup de programmes ou de, si on veut, de matériel apparaître tranquillement qui est déjà préfait. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment le construire avec elle en fonction de ce qu'elle découvrait dans la classe avec leurs élèves. Donc, c'était une démarche qui était très itérative, avec laquelle, au fil du temps, on a pu comme consolider des savoirs professionnels, puis être capable de formaliser certains éléments qui sont ressortis saillants de cette approche-là. Donc, chaque enseignante du groupe, on avait 5 enseignantes, sont maintenant, si on veut, très explicites sur leur manière d'être et de faire en fonction de qui elles sont et du contexte dans lequel elles interviennent aussi. Donc, on a 5 beaux modèles de professeurs là, qui intègrent cette approche. Pour terminer, une dernière question. En quoi, selon vous, la psychopédagogie du bien-être peut amener des changements positifs dans les institutions éducatives, concrètement? Notre dernière année qu'on a vécue là, en contexte de pandémie est venue vraiment justifier en quoi ça peut être bon. Là, on l'a vu, hein, que ce n'était pas le français et les mathématiques là, qui étaient la priorité l'année dernière. C'était vraiment les élèves, tout le soutien affectif qu'on pouvait leur apporter. Puis, plus on va outiller les enfants à être solides, tu sais, souvent avec les enfants, moi, je disais, des fois, papa et maman, ils vont au gym pour muscler leurs bras, tu sais, mais il faut muscler notre cerveau aussi, donc, sur plusieurs plans. Donc, c'est ce qu'on a appris, je pense, dans la dernière année, qu'il fallait absolument qu'on se muscle le cerveau parce qu'on en a besoin. Et oui, le français et les mathématiques, les disciplines sont importantes, mais à la base de tout. Je pense que pour pouvoir bien se débrouiller dans la vie, être résilient, éviter certaines périodes plutôt sombres, ben il faut être bien outillé. Puis, il y a des enfants que le contexte familial ne le permet pas parce qu'ils n'ont pas les modèles nécessaires pour ça. Donc, tu sais, dans les écoles, on peut quand même être de bonnes références pour eux, puis être une bonne source d'influence, on peut dire. Merci. Quant à moi, ce que j'ajouterais peut-être sur ce que vient de dire Julie, c'est qu'il y a une question de valeur de société aussi. Je pense qu'on voit de plus en plus naître les valeurs de bienveillance puis d'humanisme qui peuvent venir vraiment apporter une belle couleur à l'éducation. Puis, ça va un peu dans le sens, hein, le Conseil supérieur de l'éducation en 2020 a sorti un rapport qui portait le titre « Le bien-être de l'enfant à l'école, faisons nos devoirs ». Je pense que ça va un peu dans cet esprit-là, c'est de dire
Si au niveau gouvernemental, on y voit un intérêt, mais ça va légitimer le milieu à lui accorder aussi de l'importance parce qu'on va pouvoir faire de la place dans nos programmes pédagogiques pour y porter une attention. Puis l'autre élément que j'apporterais, c'est important aussi de penser au bien-être, pas seulement des élèves, mais vraiment de tout le personnel. L'image qu'on a, que j'aime donner, c'est le masque à oxygène dans l'avion. Si on part avec un groupe, il faut avoir notre masque à oxygène en cas de nécessité pour être capable d'aider les autres. Mais c'est un peu l'approche aussi de dire est-ce qu'on peut faire de nos écoles des lieux où il fait bon apprendre, puis se découvrir, puis être qui on est, puis contribuer finalement à la société de façon positive. Ça amène beaucoup de sens à l'histoire, à l'historique de ce nouveau champ-là, qui est la psychopédagogie du bien-être et en contexte éducatif. Vous êtes modélisante et stimulante. Merci pour ce que vous faites en pratique sur le terrain et en réflexion.